Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 29e webinaire IF Prof consacré aujourd'hui au plurilinguisme et à l'éveil aux langues. Je vous souhaite également, avec un jour d'avance, une excellente journée internationale du professeur de français. Et puis, donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être accompagnée de Véronique Boisseau de France Éducation Internationale, qui est chef de projet au sein du département langue française, de Anne-Lise Maril, responsable pédagogique des formations à Doulala, l'association d'une langue à l'autre, et de Mathilde Moret, qui est enseignante à l'école Voltaire en Allemagne. Je salue également mes collègues Adriana Mikulska et Colline Durand qui m'ont aidé à préparer ce webinaire. Alors, nous allons avoir un temps de présentation de nos trois collègues qui sera ensuite suivi d'un temps, alors pas d'échange, mais en tout cas de réponse à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des thématiques à adresser à une des participantes, n'hésitez pas à les inscrire dans l'onglet questions qui est en bas à droite. Voilà. Alors, le plurilinguisme et l'éveil aux langues, c'est une thématique qu'investit de plus en plus l'Institut français ces dernières années, notamment dans le cadre du pôle langue française et plurilinguisme. Alors, à l'Institut français, nous avons développé un certain nombre d'actions et puis nous accompagnons également les actions qui sont initiées et mises en œuvre dans le réseau culturel, dans les institutions, les instituts français, les alliances françaises, ou dans le cadre de la coopération éducative, donc auprès des établissements scolaires. Nous avons également développé en interne un certain nombre d'outils et de campagnes de communication autour du plurilinguisme. Alors, je vais vous en proposer quelques-uns. Alors, ce sont des outils justement qui peuvent être diffusés sur les réseaux sociaux ou bien dans les écoles et qui permettent justement d'éveiller, de sensibiliser à la question du plurilinguisme et puis parfois, s'il en est besoin, de convaincre. Donc, les deux dernières actions récentes en matière de communication autour du plurilinguisme qui ont été réalisées par l'Institut français ont eu lieu en 2021-22, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, où il y a eu une campagne de communication sur les réseaux sociaux à l'attention des jeunes, et il y a des petits visuels qui ont été produits, alors avec un design très flashy, comme vous pouvez voir, qui s'adresse aux jeunes, avec l'idée justement de dire, ben voilà, quand on parle plusieurs langues, on peut se parler dans différents domaines. Donc voici des exemples de ce qui avait été produit. Quand on parle plusieurs langues, eh bien, ce sont des opportunités en plus. Hein, voilà, donc on a des chances de comprendre toutes les chansons à l'Eurovision, par exemple. Donc l'idée sur ces outils de communication, c'était d'avoir un ton un petit peu décalé qui s'adresse aux jeunes. Et puis évidemment, donc, puisqu'on est sur la thématique du plurilinguisme et qu'on veut toucher les personnes dans leur langue, c'est un kit de communication qui a été traduit dans les différentes langues européennes. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut français. Je vous mettrai tout à l'heure les références dans l'onglet de discussion. Voilà un dernier exemple de ce qui a été produit. Donc, toujours le ton un petit peu de l'humour. Plus récemment, avec France Éducation Internationale, et en particulier avec Véronique Boisseau qui est là aujourd'hui, nous avons travaillé sur une série d'infographies ciblées par public, avec une déclinaison pour chaque public. Donc, on a une première série d'infographies qui a été réalisée à l'attention des enfants, une à l'attention des adolescents et une à l'attention des parents,
L'idée, c'est à la fois de pouvoir proposer des arguments qui soient adaptés à chaque public avec un visuel spécifique à chaque public. Voilà. Donc, alors là, on me signale qu'il y a peut-être un souci au niveau du partage. Je ne sais pas si les collègues, vous avez le même souci. J'ai l'impression que… Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. En tout cas, moi, je le vois. En tout cas, si jamais il y a un souci au niveau du visuel, je mettrai tous les liens vers les infographies dans l'onglet de discussion, donc vous pourrez aller les voir par la suite. Donc, je disais 6 infographies par public, avec une déclinaison sur le plurilinguisme et une déclinaison sur la langue française. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, mais je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'infographie pour les enfants, suivi de celle des adolescents. Donc, autour de la thématique, voilà, les langues, un atout pour la vie, et des infographies pour les adultes. Donc, à chaque fois, effectivement, le design graphique est adapté à chaque public. Et nous travaillons toujours avec France Éducation Internationale sur des infographies, cette fois argumentaires, qui seront à destination des chefs d'établissement et des décideurs éducatifs, voilà, pour les encourager à proposer des langues vivantes dans leurs établissements. Voilà. Et ces infographies sont également disponibles en format donc affiche, comme vous venez de voir, en format marque-page. Donc, vous pouvez les imprimer et les distribuer. Et elles ont été traduites dans plusieurs langues. Actuellement, donc, elles sont toutes disponibles en anglais, en arabe, en espagnol, en portugais, en polonais et en turc. Certaines le sont également en allemand, avec le concours de nos collègues dans les ambassades. Et donc, je vous mets le lien pour pouvoir les télécharger gratuitement et ensuite les diffuser de votre côté. Voilà pour ce que je voulais vous dire, en tout cas au niveau des outils de communication et de plaidoyer. On sait que ce sont des arguments qui sont déjà bien connus, mais à différentes occasions, notamment à la rentrée scolaire ou au moment où les élèves ont besoin de faire un choix sur une langue ou de choisir entre une option, je ne sais pas, art plastique et langue, ce sont des éléments qui peuvent être utiles à communiquer. Et donc, nous sommes ravis avec FEI de pouvoir vous proposer ces supports. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Véronique Boisseau, qui va vous présenter, entre autres, le site Le Fil Plurilingue, voilà, de France Éducation Internationale. À toi, Véronique. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter le fil plurilingue que certains d'entre vous connaissent déjà. Alors, le mieux, c'est peut-être de, Julie, si tu veux bien lancer la présentation. Je vais m'appuyer sur un support. Oui. Voilà, donc moi, je suis chef de projet à France Éducation Internationale et je m'occupe notamment de ce site, le fil plurilingue, voilà, qui est arrivé à l'écran, enfin, dont la présentation est arrivée à l'écran. J'espère que vous le voyez. Alors, donc le fil plurilingue, c'est un site internet que vous pouvez trouver avec l'adresse qui est indiquée sur l'écran, c'est-à-dire lefilplurilingue.org, de ressources au service des acteurs de l'enseignement biplurilingue dans le monde. Alors, l'intérêt de ce site, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer à tous les acteurs et tous les professionnels, et notamment les professeurs, des outils pour les accompagner, et les appuyer, les aider dans leur pratique quotidienne de professeurs ou de chefs d'établissement ou d'autres types de tâches en rapport avec l'enseignement bilingue. Alors, rapidement, le fil plurilingue est un site qui a été lancé en 2020 et qui fait suite à un site dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'il a eu 10 ans d'existence, enfin presque même 11 ans d'existence, et c'est le fil du bilingue. Alors aujourd'hui, ce site a été complètement refait, et depuis maintenant 2 ans et demi, depuis mars 2020,
il est à votre disposition et c'est donc le fil plurilingue. Alors, quel est l'esprit et la volonté des concepteurs du site? Déjà, c'est de mettre à disposition gratuitement et sans restriction d'accès une sélection de ressources. Donc, nous garantissons la qualité des ressources proposées qui sont consultables et téléchargeables par tous les internautes, tous les visiteurs qui se connectent sur lefilplurilingue.org. L'idée également est de travailler en partenariat. Alors, nous avons, j'y reviendrai à la fin, mais nous avons constitué un comité de partenaires autour du site afin que nous puissions mutualiser un certain nombre de ressources. Et parmi ces partenaires, eh bien, nous avons la joie de compter l'Institut français et également du LALA qui est présent avec nous aujourd'hui. L'idée de ce site, bien entendu, c'est de proposer des ressources et de valoriser les enseignants des sections bilingues francophones à travers le recueil de leurs témoignages et leurs contributions éventuelles dans nos ressources. Un dernier mot sur la ligne éditoriale, nous faisons la promotion du biplurilinguisme et de la didactique intégrée, c'est-à-dire les méthodes CLIL et MIL, qui notamment promeut l'alternance codique. Alors, que trouve-t-on dans ce site? Il y a environ 180 ressources aujourd'hui disponibles. Alors, rapidement, il y a des fiches pédagogiques, des ressources pour la classe, donc, des documents méthodologiques, des fiches pratiques, des articles de fond, des infographies. Alors ici, le propos, c'est de pouvoir vulgariser et rendre intelligibles tous les travaux de recherche et de réflexion qui sont faits sur ces sujets, et il y en a beaucoup. Et donc, nous, l'équipe du fil plurilingue, nous essayons de les mettre à disposition sous un format accessible et rapide et facile d'accès. Et donc, l'idée, c'est de vous transmettre aussi ces derniers éléments de la recherche qui est faite sur ce sujet de l'enseignement bilingue. Il y a également des outils de promotion. Alors, Julie a parlé de ceux que nous avons créés ensemble avec l'Institut français. Il y en a d'autres aussi, donc qui visent à valoriser l'enseignement bilingue dans tous les contextes possibles. Des fiches pays, des témoignages de professeurs et nous assurons également l'animation du site à travers des réseaux sociaux, des webinaires, etc. Alors, voilà l'interface, c'est la page d'accueil du site. Alors, vous voyez qu'elle est répartie en 3 catégories, 3 boîtes en bas de l'écran, hein, donc outils pour le plurilinguisme, ressources pour la classe et enseignement par pays. Alors, je vous montre rapidement quelques ressources qui sont dans le site pour vous donner une idée de ce qu'on peut y trouver. Alors, les ressources pour la classe, si on rentre dans la partie ressources pour la classe, vous avez donc une présentation sous forme de ce qu'on appelle des tuiles, hein, c'est-à-dire des petits blocs qui contiennent chacun un article et sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir accès à l'intégralité de l'article. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons mis au point un filtre qui vous permet d'accéder à ces ressources par discipline. Alors, si vous enseignez, par exemple, les mathématiques, vous pouvez aller directement grâce au menu déroulant sur le mot mathématiques et vous aurez accès directement aux ressources concernant les mathématiques. Pareil pour l'histoire, le sport, etc., etc. Donc, ça vous permet d'aller rechercher rapidement des ressources en lien avec votre discipline si vous êtes enseignant de discipline en français. Alors, par exemple, ici, je vous montre les fiches pédagogiques que nous avons réalisées en partenariat avec TV5 Monde sur la préhistoire. Donc, vous avez à chaque fois un article qui présente les ressources et puis des liens vers les ressources elles-mêmes. À droite de votre écran, il y a également toutes les ressources qui sont compilées par le Centre de ressources documentaires de France Éducation Internationale, qui fait une veille constante sur toutes les ressources disponibles et qui transmet à l'équipe du fil plurilingue l'état de ses recherches sous un format qu'il nous est facile de proposer en ligne. Donc ici, par exemple, vous avez didactique et pratique de classe. Vous pouvez cliquer dessus et aller regarder les ressources. Tout cela est complètement accessible où que vous soyez à partir de la page d'accueil du site. Alors, je passe rapidement. Les outils pour le plurilinguisme. Alors, cette catégorie-là est scindée en 2 catégories. Une catégorie méthodologie, dont vous voyez ici. Alors, la méthodologie, ce sont
tous les articles, les webinaires, les vidéos qui ont un lien avec la pratique, la didactique de l'enseignement bilingue et la pratique en classe. Donc, nous avons monté une série de webinaires avec notre partenaire l'ADEB, donc c'est l'Association pour le développement de l'enseignement biplurilingue, qui est une association d'enseignants-chercheurs. Et vous pouvez ici consulter donc les vidéos, les webinaires. Il y a également des infographies. Donc, par exemple, ici, une infographie sur comment intégrer langue et contenu disciplinaire en cours de DNL. Et une autre ici qui explique voilà, ce que c'est que l'alternance codique en section bilingue et qui donne des informations et des éléments pour aider les professeurs dans leur pratique de classe. Une autre partie dans ces outils pour le plurilinguisme, c'est la promotion. On en parlait tout à l'heure. Alors, vous voyez ici, vous reconnaissez peut-être la fiche à gauche de votre écran qui a été montrée par Julie tout à l'heure, que nous avons donc faite en partenariat France Éducation Internationale et Institut français. Et nous avons également d'autres infographies qui visent donc à promouvoir le bilinguisme, la langue française aussi, et le plurilinguisme en général. Alors, les voici en grand. Donc, il y en a 4. Pourquoi préférer l'enseignement bilingue? Pour une école plurilingue, le français votre atout et 10 idées reçues sur le bilinguisme. Ces infographies sont traduites dans une vingtaine de langues et toutes ces infographies traduites sont disponibles en l'état sur le site et vous pouvez les télécharger et les utiliser, bien entendu. Si jamais la langue dans laquelle vous souhaiteriez que soient proposées ces infographies n'existe pas ou n'est pas sur le site, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter et nous mettrons à votre disposition la traduction souhaitée. Voilà pour la promotion. Alors, je passe rapidement. Et la troisième grande catégorie du site, ce sont les informations sur les dispositifs pays qui existent. Donc, nous répertorions dans chacun des pays qui proposent, enfin, qui ont des établissements qui proposent des sections bilingues francophones. Nous récoltons des données et nous essayons de créer des fiches pays. Alors ici, vous avez de même un menu pour sélectionner un pays, par exemple, qui vous intéresserait plus particulièrement. Et nous avons, grâce à ce travail, pu développer une carte interactive. Alors, pour l'instant, la zone géographique de la carte, c'est l'Union européenne et ça a été développé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Mais nous travaillons à d'autres cartes pour d'autres zones géographiques. Et ces cartes permettent d'avoir un peu en un coup d'œil le nombre de sections bilingues francophones existant dans les pays, le nombre si c'est du primaire, du secondaire, également le type de DNL enseigné. Donc, vous pouvez filtrer, en fait, sur un certain nombre d'informations pour pouvoir trouver des informations. Si vous enseignez, par exemple, en Pologne, eh bien, l'histoire en Pologne, vous pouvez regarder, par exemple, au sein de l'Union européenne, dans quel autre pays il y a des établissements qui enseignent l'histoire en français. Alors, ces fiches pays, elles sont présentées de la façon suivante, avec un article que vous voyez à droite et une infographie que vous voyez à gauche. Et l'infographie recueille donc des informations sur le nombre de professeurs, le type de DNL, le nombre d'établissements labellisés France Éducation, le nombre d'élèves, etc. Et donne également quelques informations plus particulièrement adaptées au contexte. Alors ici, vous voyez plusieurs infographies que nous avons faites à partir de différents pays. Et pour chacun des pays sont également mentionnées les villes dans lesquelles se trouvent ces établissements. Et dans la carte interactive, on peut également retrouver par ville les établissements avec les différents critères dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc voici la carte. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on a le temps nous est compté, mais je vous invite à aller la regarder sur le site et à essayer de la manipuler pour voir un petit peu quelles sont les informations contenues dans cette carte. Alors, un dernier point sur le site, c'est le dispositif de jumelage scolaire que nous proposons aux classes à section, aux classes qui comportent une matière enseignée en français, donc classe bilingue.
Et l'idée, c'est de renforcer les partenariats entre les classes qui enseignent une discipline en français, par exemple, une ou plusieurs d'ailleurs, et un établissement scolaire français. Donc, ce dispositif de mise en relation, il permet de remplir un questionnaire en ligne et nous chargeons de le transmettre à nos partenaires de la DRAREIC Auvergne-Rhône-Alpes qui se charge de trouver un établissement qui pourrait être intéressant pour faire un partenariat, que ce soit un partenariat d'échange scolaire, de mobilité ou plus simplement un partenariat de projet à mener à distance grâce aux outils d'échange en ligne. Alors, le cadre essentiel du fil, vous l'avez compris, c'est de mieux définir l'enseignement bilingue, c'est de maintenir le fil de l'information et d'être en lien aussi avec l'activité scientifique autour de l'enseignement bilingue, de revoir les pratiques, développer des stratégies d'apprentissage. Et puis, je l'ai dit au début, c'est très important, c'est de valoriser les enseignants et nous essayons de publier des productions d'enseignants. L'autre jour, un enseignant nous a demandé s'il pouvait proposer un article, par exemple, pour la création d'une section bilingue dans un pays d'Amérique latine. Et bien entendu, l'article est signé par le professeur et nous sommes ravis de proposer ce type de publication puisque ça participe à l'enrichissement du site et ça permet de mutualiser la connaissance et c'est quand même un des objectifs prioritaires du site Le Fil Plurilingue. Donc, alors voilà en gros les partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc, vous voyez TV5 Monde, l'Institut français, l'AEFE, bien entendu le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que des associations qui font la promotion du plurilinguisme. Alors, j'arrive au bout. J'espère ne pas avoir dépassé mon temps de parole. Je le disais à l'instant, le site est en constante évolution puisque nous publions environ 2 nouvelles ressources chaque mois. Donc, n'hésitez pas à y aller, à y retourner si vous connaissez déjà, à aller voir quelles sont les nouvelles ressources publiées. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer des articles ou des ressources. Tout ce qui concerne l'enseignement bilingue francophone est intéressant pour nous. Si vous voulez, par exemple, partager des ressources pour la classe, des fiches pédagogiques, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter ou des articles sur votre contexte. Nous serons ravis de les publier et de valoriser ainsi tout le travail qui est fait par vous sur le terrain au quotidien pour la promotion du biplurilinguisme. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, l'adresse, je le répète, lefilplurilingue.org. Et vous avez bien sûr la possibilité de nous contacter puisqu'il y a une boîte nous contacter sur le site et nous recevons. Et voilà, et je vous promets que nous répondons à tous les messages. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation de webinaire et je me tiens à disposition pour toutes les questions que vous auriez sur ce sujet. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Alors, c'est vrai que c'est court, hein, il y a énormément de choses à dire sur le fil plurilingue. Je vous encourage vraiment à aller y jeter un coup d'œil. C'est très, très riche. J'en profite juste avant, Annelise, juste avant pour répondre à une ou deux questions, justement, là, qui vont être vite répondues. Donc, j'indique que j'ai mis dans l'onglet discussion, chat, le lien vers les infographies et le kit de communication que j'ai présenté et le lien également vers le site Le Fil Plurilingue. Donc, on ne vous les enverra pas par mail, mais vous avez toutes les informations dans l'onglet de discussion. Pour les demandes de traduction supplémentaires, vous pouvez donc, sur les infographies d'FEI, vous avez le contact que Véronique vient de vous donner. On pourra le remettre dans l'onglet de discussion également. Et à la question de Claire Figuera, auriez-vous des conseils pour amener les élèves à s'approprier la langue? Alors, des conseils, je ne sais pas. Des idées et des ressources, certainement. Et c'est une transition parfaite vers la présentation de Annelise Maril de Doulala, qui certainement va vous apporter des éléments de réponse. Annelise, c'est à toi. Merci. Merci, Julie. La question est vraiment vaste. Je vais y répondre, mais alors très, très partiellement. Bonjour à toutes et à tous.
tous. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Un grand merci à l'Institut français de Paris pour cette sollicitation, pour cette invitation. Donc, je suis aujourd'hui responsable des formations à l'association Dulala. J'ai aussi été enseignante de FLE et de français langue seconde pendant une vingtaine d'années et formatrice de formateurs dans ce cadre-là. L'association Dulala, elle a été créée en 2009 pour mener des actions de sensibilisation à la prise en compte et à la valorisation du plurilinguisme. Juste un petit mot sur nos actions en détail. D'une part, nous produisons des ressources informatives et pédagogiques dont je vais vous présenter une sélection dans un instant. Nous testons ces ressources sur le terrain, notamment à travers des ateliers d'éveil aux langues, puisque pour nous, c'est l'approche éveil aux langues qui est notre outil phare pour intervenir auprès des enfants, des élèves, des apprenants. Sur la base de nos ressources et de ces ateliers qui sont menés tout au long de l'année à Paris et en région parisienne, nous menons des actions de sensibilisation du grand public, de formation de professionnels qui comprennent à la fois des enseignants, mais aussi toutes les personnes qui sont dans l'éducation au sens large, amenées à intervenir auprès de publics qui, pour beaucoup, sont bilingues et plurilingues, mais pour beaucoup aussi dont le bilinguisme n'est pas forcément pris en compte. Et puis, nous animons des réseaux et des communautés qui mènent des projets autour de cette valorisation du plurilinguisme, entre autres un réseau dont on parlera à la fin de cette présentation qui s'appelle Kamilala et qui est un concours de Kamishibai plurilingue. Vous en saurez plus dans un instant. Quelques ressources informatives pour commencer. Nous aussi à Dulala, on a développé des affiches, donc ça va venir compléter un petit peu ce qui vous a été présenté jusque-là. Je ne sais pas si parmi vous aujourd'hui, il y a des personnes qui sont locuteurs ou locutrices du grec ou du coréen. Si c'est le cas, j'espère que ça vous fait plaisir, enfin que mon choix vous fait plaisir aujourd'hui. L'affiche que vous voyez à la gauche de votre écran s'appelle « Parents, vos langues sont une chance ». Elle est là pour informer, pour rassurer et pour ouvrir, pour tisser des liens avec les parents, les familles des élèves sur le fait que les langues familiales peuvent être prises en compte en contexte scolaire, en contexte éducatif. L'affiche qui est au milieu vient compléter aussi celles qui ont été présentées par Julie tout à l'heure. Elle s'appelle en français « Le bilinguisme, un atout pour le cerveau ». Elle vient bien sûr mettre en avant que le bilinguisme est une chance, mais nous à Dulala, on replace toujours ça en insistant sur le fait que tous les bilinguismes sont potentiellement une chance, qu'ils soient dans des langues qui sont déjà valorisées, qui sont déjà dominantes dans la société ou pas, et que justement pour les langues qui ont tendance à être oubliées, mises de côté et non valorisées, il y a tout un travail à faire pour reconnaître ces bilinguismes-là aussi. Le livret que vous voyez sur la droite de votre écran s'appelle « Les langues de chacun, une chance pour tous ». Il est dédié plutôt aux professionnels de petite enfance qui interviennent auprès d'enfants entre 0 et 6 ans et il vient expliquer les principes, les enjeux de la prise en compte des langues familiales pour les jeunes enfants et des pistes d'action que les professionnels peuvent mettre en place dans leur pratique au quotidien. Ressources pédagogiques maintenant. Quand on s'intéresse aux langues, à la grande diversité de langues qui sont présentes dans nos contextes d'enseignement, il y a une toute première chose qu'on peut faire, c'est la plus simple en fait en termes de dispositifs, c'est les montrer. Installer un paysage linguistique et donner une existence visuelle aux langues qui sont en présence. Alors un dispositif très classique en éveil aux langues, c'est cet arbre des langues où chacun va pouvoir inscrire un bonjour, un bienvenue, un mot de son choix sur les différentes feuilles de l'arbre. Sur le site de Dulala, il y a les affiches que je vous ai montrées précédemment, celle-ci, et également ce poster de l'arbre des langues à imprimer. Mais la plupart des structures, des établissements qui mettent en place un affichage de ce type souhaitent le réaliser par eux-mêmes, comme vous le voyez sur la droite. Le dispositif est très simple, on va laisser les étiquettes, les petites feuilles à disposition, des marqueurs noirs, expliquer le principe aux personnes qui viennent dans la structure, que ce soit les élèves, leurs familles ou bien les personnels qui sont là, et on leur laisse enrichir l'arbre au fur et à mesure avec les langues de leur choix. On n'a pas d'injonction à
forcément faire figurer sa langue d'origine, la langue de sa région, de son pays d'origine ou une langue familiale, mais vraiment les langues de son choix, ce qui permet d'avoir une grande variété de langues. Quand ces arbres des langues sont réalisés dans des structures, ici des écoles maternelles ou des crèches, ça donne des choses très colorées, quelquefois des structures carrément en 3D. Donc toute la créativité vient s'exprimer ici aussi. Dans des structures éducatives, ici écoles maternelles, on peut aussi donner une place dans l'espace visuel de la structure à travers des signalétiques ou des affichages plurilingues qui sont réalisés. Par exemple, sur la gauche, à l'endroit des menus de la semaine, il y a des bon appétit dans différentes langues, ou bien sur la droite, une école qui a choisi de sélectionner des verbes, des mots-clés sous forme de verbes, et d'en avoir l'équivalent dans une variété de langues. Un dernier exemple ici, à travers des réalisations qui ont été faites avec une mallette pédagogique que nous avons développée avec un collectif qui s'appelle les Tables des matières, qui est une mallette pédagogique d'activités artistiques autour d'un conte et en plusieurs langues. Un travail sur le conte du Petit Chaperon Rouge a donné lieu à des activités autour des mots-clés de l'histoire, en l'occurrence ici le loup, et à un travail de calligraphie dans différents systèmes d'écriture. Ce genre d'activité qui est bien plurilingue, qui prend en compte la variété de langues qui est en présence chez les apprenants, dans leur famille, permet d'abord d'avoir un travail collectif dans la langue cible, le français dans notre contexte, mais malgré tout de donner une place aux autres connaissances, aux connaissances linguistiques qui sont déjà là chez ces apprenants, et puis de valoriser ces connaissances sous une forme qu'on souhaite esthétique. La photo que vous voyez sur la gauche, c'est une installation que nous appelons une guirlangue. C'est donc une guirlande de langues. C'est le même principe que l'arbre des bonjours ou des bienvenus plurilingues. Ça peut être les mots de son choix si on a fait un travail sur une thématique particulière. Mais donc, on vient sur un fil accrocher les différents mots dans les différentes langues sur lesquelles on a travaillé. Un dernier exemple qui ressemble un petit peu, vous connaissez peut-être l'initiative qui s'appelle la grande lessive, qui consiste à tendre des fils à linge dans l'espace extérieur et à y accrocher des réalisations artistiques. Ici, dans cette école, c'est un travail sur les couleurs qui a été réalisé, mais ce travail sur les couleurs a intégré une dimension plurilingue puisque les noms des couleurs a été travaillé, réalisé et montré dans les différentes langues de la structure. Pourquoi tous ces affichages? Ça permet une reconnaissance que les apprenants qui arrivent dans une classe ou dans un établissement ont déjà des connaissances linguistiques par ailleurs. Et ça montre qu'on souhaite les valoriser. Par les affichages, on développe ce qu'on peut appeler une attitude d'hospitalité langagière, c'est-à-dire qu'on va accueillir tous nos apprenants avec leurs connaissances qui sont déjà là. Et c'est sur ces connaissances linguistiques, quelle que soit leur langue par ailleurs, que ce soit des langues qui sont cibles ou pas, que ce soit des langues qui ont une place dans l'enseignement formel ou pas, que ce soit des langues valorisées ou pas dans la société, on va leur montrer qu'il est possible de s'appuyer dessus et qu'elles sont aussi une ressource pour l'ensemble du groupe, pour l'ensemble de la classe. Une deuxième activité qu'on propose souvent quand on souhaite valoriser toutes les langues en présence, c'est cette activité qui s'appelle la biographie langagière, qui est en réalité une autobiographie langagière, c'est-à-dire notre histoire avec les langues de notre vie. Pour faire sa biographie langagière, on se pose les questions qui sont à l'écran devant vous. Quelles sont les langues qui étaient présentes dans votre enfance, celles qu'on a apprises dans un contexte scolaire ou universitaire, celles qu'on parle aujourd'hui, celles qu'on comprend seulement sans nécessairement les produire, celles qu'on entend, qu'on voit quotidiennement, c'est-à-dire à nouveau notre paysage linguistique, nos langues de contact, et puis éventuellement les langues de notre cœur. Ça permet de faire ce travail d'introspection pour prendre conscience de la diversité des langues qui forment non seulement notre répertoire langagier, mais aussi notre environnement langagier et linguistique.
La biographie langagière, elle peut prendre différentes formes selon la tranche d'âge des apprenants auprès desquels vous intervenez, et puis selon vos objectifs également. Sur le site de Dulala, vous trouverez une proposition d'activité biographie langagière qui est en fait un exercice de compréhension orale où on va entendre deux personnes qui font à l'oral leur biographie langagière, et l'exercice, la tâche consiste à remettre les étiquettes de chaque langue dans chaque contexte. Donc, Patricia, ici en l'occurrence, parle quelle langue à la maison, à l'école, en voyage, etc. C'est un exercice de compréhension orale qui peut être adapté pour des niveaux A1 ou début de A2. Et puis, cette biographie langagière, elle va aussi pouvoir être mise en valeur sous des formes graphiques. Quelques exemples ici, une tâche très classique en éveil aux langues qui est la fleur des langues. Ici, l'enfant peut écrire son prénom au centre de la fleur et les pétales sont les différentes langues de sa biographie. Les autres ont été réalisés par des participantes à nos formations, donc sous forme de boîtes de crayons de couleur, sous forme de sketch notes, ou bien carrément cette participante italienne pour qui les langues de sa vie forment un système solaire. Je voudrais partager avec vous également aujourd'hui un très beau projet qui a été mené par une association qui s'appelle Yakinola, qui est basée dans le Pays basque français, à Bayonne, et qui a réalisé des biographies langagières en vidéo sous forme d'exposition. Et qui reprend en fait les voyages d'Ulysse, où chaque île de l'Odyssée est une étape de ses biographies. Donc c'est aussi consultable et ça donne une bonne idée de ce qu'on peut proposer ou des différentes formes qu'on peut donner à cet exercice de la biographie langagière. Les objectifs sont les suivants. Déjà, prendre conscience de son propre plurilinguisme et de celui de nos pairs dans la classe, dans le groupe d'apprenants. Valoriser l'ensemble du répertoire langagier, faire des liens entre nos différentes langues. Encore une fois, c'est vraiment trop dommage de laisser nos autres langues à la porte de la classe quand on vient, par exemple, en cours de français. Au contraire, c'est vraiment sur ce qu'on connaît déjà, sur nos capacités langagières dans toutes les langues qui vont nous servir pour développer notre compétence plurilingue. Chaque apprenant peut ainsi s'inscrire dans un parcours d'apprentissage, dans une progression, et prendre conscience que c'est en s'appuyant sur ce qu'ils connaissent déjà qu'ils vont acquérir des nouveaux savoir-faire. Autre piste, c'est une sélection de jeux et d'activités plurilingues dont une partie est disponible librement depuis le site de Dulala, dont je vous redonnerai les références à la fin de ce webinaire. On a par exemple une cocotte, vous savez, c'est les cocottes qu'on plie en origami et où on se pose des questions comme ça. Au-delà du pliage, cette cocotte, elle reprend par exemple des questions de la biographie langagière, mais aussi des questions sur les langues et le biplurilinguisme. C'est donc une activité de communication orale en fait entre apprenants à propos des langues. Et qui met en jeu ces questions-là afin de valoriser encore une fois l'ensemble du répertoire. Le jeu que vous voyez au centre, c'est un bingo des mots voyageurs. On a pris le vocabulaire de la cuisine et on a sélectionné 4 langues, dont 3 langues romanes, le français, l'italien, l'espagnol et également l'arabe. Et c'est un jeu qui amène à comparer les ressemblances, savoir dans quel cas on a de l'intercompréhension qui est possible, mais également dans quel cas on est surpris que c'est finalement le mot espagnol qui soit différent alors que le mot arabe ressemble plus au français et à l'italien. C'est un jeu qui permet de voir que les langues ont toute une influence les unes sur les autres et de s'inscrire ainsi, et bien de faciliter les liens et de s'inscrire dans un parcours où on va pouvoir comparer les langues entre elles pour mieux apprendre la langue cible. On a également revu à la sauce plurilingue certains jeux classiques comme le jeu des 7 familles. Dans ce jeu des 7 familles et langues, chaque famille parle une langue différente et donc on peut jouer en appelant les membres de la famille dans les langues données. Un jeu qui est probablement plus adapté si vous intervenez auprès d'adolescents et d'adultes et également si vous avez envie de travailler sur la compétence interculturelle. C'est ce jeu qu'on nomme le jeu des intraduisibles qui est en fait une sélection d'expressions
d'une grande variété de langues. Ici, vous avez l'exemple d'une carte avec le terme Mongata en suédois. Je ne sais pas s'il y a des suédophones parmi vous aujourd'hui, je vous corrigerai ma prononciation. Mon, c'est la lune et Gata, c'est le chemin. Le terme Mongata désigne le reflet de la lumière de la lune au bord de l'eau la nuit. C'est une expérience qu'on peut tous faire, quelle que soit la langue que l'on parle ou les langues que l'on parle, mais il se trouve que le suédois a une expression pour le désigner. Dans ce jeu des intraduisibles, on a sélectionné dans plein de langues différentes de telles expressions qui n'ont pas forcément un équivalent exact en français. Et on a aussi des cartes qui sont vierges pour que les apprenants puissent proposer des expressions, soit des expressions de leur propre langue pour pouvoir les expliquer en français, ou bien soit des expressions du français, des mots valises ou des mots composés qui n'ont pas forcément d'équivalent dans d'autres langues. Ce jeu, il se joue soit sous la forme de puzzle à assembler, soit dans une logique de création, d'invention de mots, de découverte de nouveaux mots quand on utilise les cartes qui sont vierges. Et c'est à nouveau un jeu que vous pouvez imprimer depuis notre site internet. Je ne pouvais pas parler des jeux et activités plurilingues aujourd'hui sans mentionner cet Escape Game, ce jeu d'évasion qu'on a développé avec l'Institut français de Paris, qui est un jeu d'évasion où on n'est pas dans une salle fermée, c'est un sac à dos qui est fermé par plein de cadenas avec des coffres à l'intérieur qu'il faut réussir à ouvrir en moins d'une heure. Et toutes les énigmes à résoudre dans ce jeu sont des énigmes autour des langues et des cultures. Pareil, accessible depuis notre site à l'adresse qui est devant vous dans la page des jeux du site de Dulala. Pourquoi, dans des classes de français ou dans des classes bilingues, proposer des jeux et des activités qui prennent en compte les autres langues? On va favoriser les liens entre les langues, on va activer chez nos apprenants des stratégies d'apprentissage. Les deux objectifs principaux de l'éveil aux langues, c'est de développer des compétences métalinguistiques et psycholinguistiques. Donc métalinguistiques, on va les amener à être un peu plus linguistes, à comprendre comment fonctionne le langage de façon générale et les langues en particulier, avec une approche qui peut être comparative. Et puis, compétences psycholinguistiques, c'est-à-dire développer des attitudes qui vont être propices à une meilleure appropriation, à une meilleure efficacité dans leur apprentissage et à plus de confiance aussi pour sécuriser leur pratique langagière. On soutient ainsi, dans le cadre du cours de français, en intégrant, en faisant une place aux autres langues, le développement de la compétence plurilingue et interculturelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer qu'en ayant une langue cible, on va uniquement former nos apprenants à apprendre le français et se limiter à ça, mais on va bien rendre nos apprenants plus plurilingues qu'avant. Un outil phare qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le Kamishibai. Alors le Kamishibai, c'est pas Dulala qui l'a inventé, c'est un support de narration qui est un art de rue qui vient du Japon. Kamishibai, ça veut dire théâtre de papier. On fait défiler dans un castelet en bois des grandes planches illustrées. Le texte de l'histoire est au dos de ces planches et les spectateurs voient les illustrations. Ce Kamishibai plurilingue est un support qui est extrêmement porteur, extrêmement puissant pour proposer à des classes un projet collectif. Et donc, ce Kamishibai, à Dulala, on lui a donné cette dimension plurilingue. Il y a une langue principale de narration, qui est vraiment la langue principale du début à la fin, mais à l'intérieur de l'histoire, il va y avoir l'intégration par quelques mots, quelques phrases, quelques expressions d'une variété de langues, peut-être 3, 4, 5 autres langues de la classe. Dans ce projet de Kamishibai plurilingue, on tire parti de la diversité linguistique d'une façon qui est ludique, d'une façon qui est esthétique, qui permet encore une fois de mobiliser et de valoriser les langues qui sont en présence dans le groupe. C'est une pédagogie active qui est en lien avec la multilittératie, c'est-à-dire qui permet des portes d'entrée différentes dans la langue, notamment dans la langue écrite et littéraire. Et puis, ça permet de faire expérimenter à nos apprenants une variété de rôles dans le Kamishibai. Ils sont à la fois inventeurs de l'histoire, écrivains, illustrateurs, conteurs, et ça les amène avec toutes ces compétences-là à créer une réalisation collective.
Je vais vous mettre dans le fil de discussion un lien vers une vidéo de présentation du concours de Kamishibai plurilingue qui est organisé chaque année par l'association Dulala pour 3 tranches d'âge. On a une tranche 3-6 ans, une tranche d'âge 6-10 ans et une autre 10-15 ans. Donc en gros, école maternelle, élémentaire et collège pour le système français. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à Mathilde Moret, puisqu'elle a participé à ce concours avec sa classe et on est ravis qu'elle puisse en témoigner aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Lise pour cette présentation très inspirante. Et effectivement, donc maintenant, on va laisser la parole à Mathilde qui va vous présenter le côté pratique de comment elle a mis en œuvre son Kamishibai. Donc, c'est vraiment l'enseignante qui parle aux enseignants. Et puis de voir un petit peu tout ce que ça a pu apporter dans sa classe. Voilà, Mathilde, si tu es prête, c'est à toi. Tu veux que je partage ta présentation ? Je vais le faire, merci. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Mathilde Moret, je suis enseignante à l'école française de Berlin, actuellement en grande section de maternelle. Donc c'est une maternelle bilingue, les enfants en classe en français et en allemand. Et donc mes élèves ont environ 5 ans. Je me suis inscrite l'année dernière au concours de Camille Lala, donc de Doulala, parce que on voulait réaliser une histoire avec mes collègues en français et en allemand, en utilisant un projet commun aux 2 langues de l'école. Et finalement, pour ma classe, ça ne s'est pas fait en français et en allemand. Donc, je suis restée à faire mon histoire en français et j'ai voulu utiliser la diversité linguistique de ma classe, puisque l'an dernier, j'avais 15 élèves et 16 langues parlées à la maison. Donc, c'était assez exceptionnel, mais finalement, on retrouve toujours plein de langues chez nos enfants. Et comme me disait Anne-Lise Maril, j'ai utilisé vraiment ce projet pour faire entrer ces langues à l'école. Ici, c'est une école bilingue. Dans d'autres contextes, ça peut être différent. Mais les enfants laissent un peu leur langue de famille ou leur langue culturelle ou la langue de leurs grands-parents à la porte de l'école. Et c'était pour leur donner une place et une légitimité dans la classe. Donc, j'ai lancé ce projet de Kamishibai. Je vais vous montrer quelques photos. Ça a été un peu particulier au lancement puisque j'ai intégré cette classe en cours d'année. Donc, mes élèves n'avaient jamais vu un Kamishibai, ne savaient pas ce que c'était. Je pense que c'est plus simple de l'intégrer dès le début de l'année et de leur donner cette culture-là pour ensuite être capable d'en construire un soi-même. Mais j'ai commencé le projet en leur demandant... en demandant aux enfants qui avaient envie de le faire, d'apporter des choses de la maison, d'apporter des expériences, des recettes, des chansons, des objets qui avaient du sens pour eux, qui avaient un rapport à un pays, une culture, une langue, et qui voulaient nous le présenter pour justement faire un lien avec la famille et entre la famille et l'école. Et en parallèle, j'ai lu plein de Kamishibai et je leur ai laissé le butai, donc ce théâtre que vous a montré Anne-Lise Maril juste avant. Je leur ai laissé un butai en classe, en libre accès avec une histoire que j'avais déjà lue, pour qu'ils se familiarisent avec le fonctionnement, qu'ils arrivent à se représenter ce projet, parce qu'à 5 ans, c'est compliqué d'imaginer construire un projet de A à Z et encore plus dans un objet inconnu. Et finalement, je leur ai présenté ce projet avec un peu de difficulté pour trouver le point d'entrée dans cette classe qui n'avait pas de référence commune. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque le jour du lancement du projet, il y a un renard qui est venu dormir de l'autre côté de la fenêtre de ma classe dans le jardin, parce qu'à Berlin, il y a des renards. Et donc, les enfants ont souhaité raconter l'histoire de ce renard qui faisait le tour du monde et pour chercher un endroit un peu plus tranquille pour faire sa sieste. Et c'est une structure qu'on avait vue dans un album juste avant et qu'ils ont réussi à s'approprier comme référence pour raconter l'histoire. Et une fois ce lancement, le projet s'est déroulé de façon assez fluide, je pense qu'en tout, ça a duré 1 mois et demi, puisque j'étais un peu courte dans les délais et j'ai donc décidé d'orienter toutes les activités ou presque de la classe
sur ce projet. Et ce qui est très intéressant avec un Kamishibai, c'est qu'on peut travailler plein de compétences complémentaires et faire plein de choses avec ce but commun et cette réalisation collective. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est à peu près les planches qui ont été réalisées par les élèves. On a pu travailler plein de choses. On a pu travailler en langage. Donc, j'avais des élèves qui étaient francophones, germanophones ou plein d'autres langues qui ne parlaient ni français ni allemand. Et être capable d'inventer une histoire, ça a permis l'apprentissage de vocabulaire, de prendre la parole, tout le travail sur l'oral, le travail sur le langage parlé, sur le langage écrit, puisqu'ensuite il y a eu beaucoup de dictées à l'adulte pour pouvoir se mettre d'accord sur un texte et sur fixer le texte. Également sur l'écriture, là j'ai des petites photos, les enfants ont tapé le texte à l'ordinateur, ils se sont racontés entre eux. Écrire aussi des mots-clés à la main pour se souvenir de l'histoire au tableau, pour pouvoir être capable de reprendre l'histoire le lendemain, pour pouvoir être capable aussi de réaliser un chemin de fer. Donc cette représentation, on avait collé au mur toutes les planches vierges qui allaient permettre de faire le Kamishibai et on les remplissait au fur et à mesure. Et puis de créer une suite logique. Donc il y avait beaucoup de choses au niveau du langage, de ce domaine d'apprentissage qui était vraiment très très riche. Là, c'est vraiment une petite approche. En activité artistique, ça a été aussi un projet vraiment extrêmement riche. J'aime bien travailler l'idée d'une œuvre collective pour permettre à des enfants qui ont encore du mal à se représenter dans quelque chose de plus grand qu'eux, de créer un projet comme ça commun. Et là, le Kamishibai, c'est un objet très riche visuellement et graphiquement. Tout est possible. Et là, on a essayé d'utiliser des techniques variées, une technique différente sur chaque planche, également plusieurs techniques pour chaque planche, préparées par plusieurs élèves. Ça a été un projet assez complexe et assez difficile de se représenter, mais finalement, les enfants ont réussi en divisant les tâches. C'est assez créatif dans le lien entre le langage, l'imaginaire et ensuite la mise en forme visuelle. Et c'est aussi un moment de réutiliser les langues qui ont été intégrées à l'histoire, parce que cette histoire a été expliquée, racontée, fixée en français. Et ensuite, on a intégré les langues de chaque pays visité par le renard. Et les enfants ont soit chanté une chanson, soit donné une expression, soit intégré un mot de leur langue dans l'histoire en français. Et donc, ont pu appréhender l'histoire. Ensuite, j'ai mis des petits exemples pour explorer le monde. Ça nous a permis de travailler un peu la géographie, on dit pas ça en grande section, mais quand même se représenter les différentes échelles, se représenter le monde, commencer à construire des représentations de différents pays, différentes cultures, par rapport à ce que les enfants apportaient, par rapport à ce que je leur préparais aussi des présentations un peu plus diversifiées et nuancées que ce qu'ils avaient apporté pour compléter leur représentation, et ce qui a permis de construire des références communes pour ensuite construire l'histoire. Voilà, et donc là, le Kamishibai final. Ça a été un projet très intéressant, très complexe, mais finalement complet. Les difficultés qui sont apparues, c'est la capacité à se projeter dans un projet inconnu à cet âge-là. Donc, je leur ai montré des vidéos des autres années, les vidéos qui sont disponibles sur le site du Camilala. On a réalisé ce chemin de fer de nos illustrations, de notre texte. La difficulté a été aussi de construire une image et une histoire avec des références communes dans cette classe avec un délai très, très court, mais finalement, ils ont été capables d'utiliser leurs références personnelles et les références qui avaient été vues dans la classe avant. Et c'est là qu'est apparu l'intérêt du plurilinguisme, puisque
ils étaient vraiment fiers d'eux, de pouvoir être l'expert de quelque chose parmi les autres, de ce qu'ils avaient apporté, de leur culture, de leur langue, de tout ce qu'ils connaissaient que les autres ne connaissaient pas, et donc de pouvoir expliquer aux autres ce qu'ils vivaient à la maison, ce qu'avaient vécu leurs grands-parents, leurs parents. Et ça a créé un pont avec les familles, mais ça a surtout permis aux enfants de se sentir légitimes et de par ces langues pouvoir aussi parler français, puisque ils ont été passionnés par leurs histoires. Ils ont été, moi j'ai eu aucun droit sur l'histoire. J'ai proposé des idées qui n'ont pas du tout été retenues par les enfants. C'était leurs idées qui étaient intéressantes, et donc ils ont réussi à s'approprier ce kamishibai et très vite à raconter l'histoire, à raconter sa logique, ce qui est difficile à cet âge-là. Et des enfants qui n'arrivaient pas à faire une phrase en début d'année en français ont été capables à la fin de l'année de présenter le kamishibai, de le raconter sans l'avoir appris par cœur, de raconter en s'appuyant sur la logique de l'histoire, sur les personnages, sur les éléments, en changeant un petit peu de version à chaque représentation. Mais finalement, c'était la logique qui était la plus importante, et surtout des enfants qui ne parlaient pas français au début de l'année ont été capables de remplacer des enfants absents le jour de la représentation à la fin de l'année en racontant une partie et une planche qui n'était pas la leur et qui n'avait jamais présenté. Donc ça a été vraiment un outil très 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 efficace pour l'apprentissage du français, et aussi pour l'apprentissage de la diversité. Et les enfants ont été timides dans leur langue au moment de présenter l'histoire à des personnes inconnues, à d'autres classes, aux parents. Ce sont des langues qu'ils ne parlent pas à l'école d'habitude, donc à la fois ils en étaient très fiers et en même temps très intimidés de ne pas parler les langues officielles de la classe ce jour-là. Mais c'était aussi l'idée de donner une place visible et valable à cette partie de leur vie. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce projet. Merci beaucoup Mathilde, c'était vraiment très intéressant et vraiment passionnant. Je suis sûre que ça aura suscité la curiosité et l'envie parmi les personnes qui auront suivi ce webinaire. Alors, je vais enlever la présentation. Voilà, je crois que ce webinaire touche à sa fin. Il y a eu quelques questions auxquelles nous avons déjà répondu, me semble-t-il. Je regarde s'il n'y en a pas une ou deux autres. Mais si ce n'est pas le cas, vu que nous arrivons en fin de ce webinaire, je vais remercier une fois encore nos trois intervenantes. Véronique Boisseau de France Éducation Internationale qui a présenté le fil plurilingue et également le travail que nous avons réalisé IF-FEI autour des infographies argumentaires. Anne-Lise Maril de Doulala qui nous a présenté des ressources et des outils vraiment très intéressants. Anne-Lise a mis dans le chat différentes références, différents liens vers les pages du site qui vous seront le plus utiles, mais n'hésitez pas à tout explorer. Et enfin, je remercie Mathilde Moret qui nous a présenté un cas très concret de mise en œuvre du kamishibai, vraiment un très très beau projet. N'hésitez pas à le mettre en place dans vos classes. Ça peut paraître impressionnant, mais finalement, on se rend compte que c'est tout à fait faisable et vraiment un très bon outil à la fois sur le plurilinguisme et sur l'apprentissage. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore à Colline pour le coup de main en coulisses et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée internationale du professeur de français et je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires. Merci. Ah, et dernière chose, pardon, le webinaire sera bien rediffusé sur IF Prof dès ce soir. Voilà, donc pas d'inquiétude, vous retrouverez tous les éléments si vous n'en avez pas noté certains. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.